Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Court prologue, au passé. Et ça saigne déjà. Crâne fracassé, accent aigu géorgement, éventration, coupure au tranche-lard de la graisse d'un obèse dégustée ensuite sur des tartines, découpage d'un corps à l'aide d'un couteau moulinex, ça saigne. Est-il légitime d'assassiner une honnête mère de famille, du simple fait que l'on sait préparer aussi bien qu'elle la blanquette de veau? Ce qui la rend moins indispensable, pour ne pas dire inutile, un poids mort en quelque sorte. Les gènes de l'homme de Néandertal, qui circulent encore dans l'espèce humaine, doivent-ils être éradiqués? Peut-on commettre un meurtre de masse au motif que les gens sont d'accord entre eux? Est-il possible d'offrir un homicide comme cadeau d'anniversaire? Doit-on forcément étrangler son psychanalyste? Toutes ces questions essentielles ainsi que d'autres, comme la compatibilité entre tranquillité d'esprit et désespoir le plus parfait, sont étudiées minutieusement dans ce livre. Que de thématiques dignes de figurer à l'affiche du Grand Guignol. Ici, l'auteur doit, par honnêteté et transparence, signaler les raisons d'un ajout particulièrement inutile à son texte, qu'il a dû écrire sous la pression, la menace, pour ne pas dire l'emprise sadique de son éditrice. Voici le courrier adressé par elle, et amené à notre domicile personnel par un huissier entouré de 2 gendarmes. Monsieur, vous n'êtes pas sans ignorer que nous vous publions principalement du fait que votre père est actionnaire principal de notre prestigieuse maison d'édition. Cependant, un peu à la manière de vos précédentes publications, ce que vous qualifiez de roman prétendument, n'est qu'une suite d'imbécilités macabres accumulées sans intelligence ni style. Le comité de rédaction, comme moi-même, tenons à vous signifier que nous exigeons que ce texte soit amélioré par quelques notions culturelles, telles que la description contextualisée du théâtre du Grand Guignol. Je ne vous salue pas. Jacqueline Morlot. Je vous livre donc ici, entre guillemets, cet ajout particulièrement inutile que vous n'êtes pas de mon point de vue obligé de lire. Le théâtre du Grand Guignol est resté ouvert de 1897 à 1963, au 7 Cité Chaptal dans le 9e arrondissement de Paris, une impasse. Il s'y produisait des pièces particulièrement macabres et horribles tirées de l'actualité, exagérées et souvent coécrites avec des médecins aliénistes, psychiatres de l'époque, et ces pièces étaient jouées en alternance avec d'autres commis. L'émotion du public avait justifié l'installation d'une buvette hautement rémunératrice où l'on servait force de remontants, notamment du vin Mariani composé de vin, généralement de Bordeaux, dans lequel avaient macéré des feuilles de coca du Pérou. On y mourait de rire ou de peur, c'était selon. La folie y trouvait gîte et couvert. Et les spectateurs en sortaient ivres, de rire, de cauchemars, de rhum et de vin Mariani. Court roman, au présent de l'indicatif. 1. Le siège. L'enfant se tient dans son siège, suspendu par un élastique à un sautoir de porte grâce à un crochet métallique prévu à cet effet. Il s'agit du modèle Jolly Jumper, en toile bleue avec élastique noir, qui est à la mode et se trouve facilement en boutique, notamment à la formidable quincaillerie de Pont-Sainte-Maxence près du pont, lieu du début de cette histoire. Ce jeu très prisé fait sauter les enfants pendus à cet élastique comme des grenouilles, dans un sens vertical plus ou moins précis, avec quelques légers mouvements rotatoires tant comiques qu'imprévisibles. Autour, les adultes battent des mains et rient très fort. On voit leurs dents et leurs glottes, on voit entre leurs dents et à l'intérieur de leur bouche. Nous sommes après l'apéritif. Des fragments de cacahuètes que plus personne ne remarque restent coincés un peu partout. Ses parents et sa marraine sont là, ainsi que d'autres. Le père de l'enfant tient du mieux qu'il peut sa place de père tandis que la mère est en pâmoison partiellement feinte devant les exploits de son fils adoré. Avec ambivalence, elle s'en méfie pour tout dire et même le craint. Dans cette excitation adulte, l'enfant stoïque mène avec application son sautillement élastique, la mine impavide et indifférente. L'excitation adulte, sexuelle, guerrière, sanguinaire, intestinale, grossière, grotesque le fatigue depuis sa naissance et le rend par avance assez froid et cruel. Il faut souligner que les adultes lui demandent de sauter, mais ni de sourire et encore moins de rire ni de paraître heureux, d'où sa future et méthodique distance froide, indifférente, analytique. C'est ainsi. Déjà habité par un réalisme, une pertinence, une lucidité terrible,
il possède l'âme d'un tueur potentiel et son regard atone camoufle une haine profonde, gestationnelle, en phase de maturation lente et progressive, qui couve comme une recette à l'étouffer. Et déjà cette tendance de tout prendre au mot s'incarne en lui. Il est prévu au déjeuner une salade de gencives de porc, plat peu ragoûtant à l'intitulé, mais délicieux à la dégustation à condition de cuisiner de bonnes gencives et de bien les assaisonner. On trouve à Pont-Sainte-Maxence un excellent boucher charcutier qui en propose de très fraîches et la qualité est proprement irréprochable. De ses petites jambes, l'enfant pousse sur le sol et l'élastique l'attire vers le haut jusqu'à le laisser redescendre. Du fait du réglage précis de la tension du caoutchouc relative à son poids, il y a constitution d'un équilibre assez parfait, idéal et souple, régulier, plutôt prévisible et d'un certain point de vue assez inutile. Un adulte est à l'origine de cela. La longueur de l'élastique proportionnelle au poids de l'enfant, sans doute son père. Mais l'enfant n'en sait rien car il ne se pose pas la question de la genèse de ce miracle qui pour lui, n'en est pas un, le principal étant que cela fonctionne sans accroc. Reste à dire de son père qu'il est particulièrement peu affectif, mais méticuleux, sérieux en tout point, et surtout que son désir le plus tenace consiste à demeurer irréprochable, principalement en tant qu'ingénieur, son métier, qu'époux, son fardeau et que père, son accident. Père irréprochable ? Oxymoron. Bref, son père est un emmerdeur passif qui fait chier le monde en voulant bien faire, comme un effet secondaire. L'enfant monte et descend, le visage impavide, dans un refus obstiné d'une complicité quelconque avec quiconque. Toute sa vie est marquée par ce trait, le refus de toute connivence quelconque avec quiconque. Il monte, il descend. L'appartement est coquet, il a sa chambre à lui tout seul, fils unique qu'il est. Le jeudi, jour sans école de l'époque et donc celui des émissions enfantines, il regarde l'unique chaîne de télévision, en noir et blanc ou plutôt en gris nuancé, surtout le petit train Rébus et Pollux, le manège enchanté. Le cirque aussi, avec les barrios et leurs tours qui passent à la piste aux étoiles. Ces clowns italiens font beaucoup rire sa mère qui le rejoint sur le canapé en velours vert quand, de sa cuisine, où elle passe le plus clair de son temps, elle entend leur annonce. Elle vient, s'assoit à ses côtés sans le voir, rit à gorge déployée et adore par-dessus tout les allusions scatologiques. L'enfant aussi rit aux éclats aux côtés de sa mère, tous deux face à l'écran. Ce rire-là est possible car parallèle, orienté, indemne d'une quelconque connivence. Environ 1 mètre les sépare. Il semble exister un coussin magnétique répulsif chargé de particules métalliques tranchantes et piquantes hostiles, qui les isole, si bien que l'enfant ne sait que confusément que sa mère a pris place à ses côtés. Bref, ils ne rient pas ensemble. Mais l'univers de l'enfant ne se limite pas à la télévision. Il y a aussi le petit couteau de l'arrière-grand-père avec son manche en ivoire et ses 2 lames de taille différentes qui trônent dans la vitrine du salon, sorte de relique en défense d'éléphant, le petit couteau qui tient parfaitement dans sa main. Il s'en empare régulièrement. Après de longues hésitations angoissées, finalement, il cède à la tentation. Tandis que son cœur bat la chamade, il prend une chaise pour l'atteindre, rangée qu'il est dans la vitrine du salon. Excitation formidable identique à celle que l'enfant devenu adulte ressent quand il prend une femme, ou quand il la tue. Il cache le petit trésor dans sa poche, et descend l'escalier de l'immeuble qui mène au parc. L'enfant vérifie maladivement l'absence de témoins, puis il déplie la petite lame et creuse le sol d'un petit trou. Tout en ayant l'idée de se trancher les veines, il continue de creuser sa petite tombe. Alors un homme passe un peu plus loin, qui ne peut voir ce qu'il fait. L'enfant a l'idée fulgurante de se jeter sur lui pour lui couper la gorge, de voir les pulses rouges jaillir de sa carotide ouverte, de le regarder chuter, de contempler sa mort survenir, en direct, d'apprécier l'instant parfait, ce moment où le regard s'absente et la couleur de la peau vire au blanc jaunâtre. Mais ce n'est qu'imagination, et sa rêverie achevée, il doit ranger le petit canif exactement à la même place, cela prend du temps de vérifier plusieurs fois qu'il le repose précisément à la même place, tout cela sans se faire voir, seul avec son secret. Déjà l'enfant lutte frénétiquement contre la possibilité de la preuve. 2. Plus tard, l'enfant est adulte. L'enfant impavide a grandi. Il est devenu adulte, indépendant et vit dans son propre appartement à Paris, place d'Italie. Il a une signature bien entendue, qu'il a travaillée afin de la rendre esthétique, comme tous les tueurs laissent leurs griffes.
Un style de meurtre qui réside principalement en l'absence d'indices, une empreinte strictement négative et néanmoins personnelle. Il vit avec une femme merveilleuse qui parle peu et cuisine magnifiquement la blanquette de veau, seule recette qu'elle connaisse par ailleurs. D'autre part, au-delà de sa docilité et de son utilité domestique, elle ne le contredit jamais, ce qui est sage si l'on tient à sa vie en la présence d'un tel homme. Pour cela, elle n'a aucunement besoin de forcer sa nature. Elle est ainsi faite, docile et utile, sans contradiction, et son époux est ravi de son choix rationnel de vivre avec cette femme si pratique. Il n'y a pas de sot métier, tueur à gages il l'est par plaisir et même par vocation, à la condition qu'une raison valable et bien expliquée par le commanditaire puisse légitimer le meurtre. Il veut comprendre la logique de la mort dont il se fait l'agent, se la faire expliquer en détail, et cela peut se retourner contre le payeur si ce dernier porte en lui-même les raisons qui le poussent à faire tuer un autre. La rigueur n'est pas la moindre des qualités de cet homme parfaitement juste et précis, qui ne cède sur rien, surtout dans le cadre de sa profession. Il tue correctement, pour un motif explicite et incontestable, et se fait grassement payer. Parfois aussi il étripe impulsivement, par colère, souvent à cause d'une erreur logique de son interlocuteur. Un de ses amis philosophes, il n'existe aucune raison valable de considérer que les tueurs à gages ne puissent avoir d'amis penseurs ou anthropologues, etc. Un certain Michel Effray, qui a une tête de chouette, l'a embauché pour un travail sérieux relatif à un différend qu'il oppose à un autre philosophe, Bertrand-Henri Lanvieux. En fait, ce dernier prétend dans la presse être l'auteur du concept de bonheur fatal, que revendique également Effray, mais aussi d'autres controverses d'extrême importance qui font le terreau d'une haine terrible, froide et implacable entre eux. Une des plus majeures concerne Abel et Caïn, chacun revendiquant la problématisation aboutie de cette question. Cela fait scandale à Saint-Germain-des-Prés et menace la stature incontournable d'Effray auprès de son public principalement constitué de ménagères de moins de 50 ans, qui lisent Effray Magazine et achètent toutes sortes de produits dérivés du séminaire de l'université populiste. D'ailleurs, notre philosophe a déposé comme marque lui appartenant, son nom, car suffisamment suffisant. Effray lui commande donc le meurtre de Bertrand-Henri Lanvieux, et notre tueur ne lui demande aucune rétribution, précisant que ce sera son cadeau d'anniversaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.